Bonjour, bonjour à tous et merci de m'avoir de nouveau invitée. Donc Sabrina m'a promis que je ne serais pas fouettée si je dépasse mon temps. C'est toujours difficile de parler de la génétique, voilà, s'il y a plein de notions à aborder. Alors, un petit préambule. Donc 5 à 10% des cancers s'inscrivent dans le cadre de syndromes héréditaires. Alors retenez plutôt 5 pour les cancers les plus communs. 10%, ça fait référence à certains types de cancers qui sont le plus souvent génétiques quand on les diagnostique. Il y a plus de 100 gènes de prédisposition aujourd'hui qui ont été caractérisés. Et compte tenu de l'implication associée à cette oncologie prédictive et conformément aux lois en vigueur, toute démarche de recherche de prédisposition se conçoit uniquement dans le cadre d'une démarche en oncogénétique. Et à l'ère du séquençage de l'ADN à haut débit, eh bien ça reste toujours l'histoire familiale qui est le plus important pour identifier ces fameuses formes héréditaires. Alors cette révolution technologique en matière de génétique s'accompagne également de nouveaux défis pour les cliniciens et en particulier l'association de la génétique avec les traitements et c'est ce qu'on appelle l'intérêt thérapeutique de certaines recherches génétiques. Alors ça marche plus? Si. Alors l'oncogénétique c'est quoi? Eh bien c'est répondre à la demande des patients qui s'interrogent compte tenu de leur histoire personnelle ou de celle de leur famille sur la possibilité d'une prédisposition héréditaire et l'objectif c'est de les informer sur les possibilités de prévention et de dépistage. Alors les objectifs essentiels de cette consultation c'est de repérer des familles à risque, de repérer dans ces familles des individus à risque, d'adapter le dépistage de ces individus au risque, de mettre en place une procédure de prévention pour diminuer ce fameux risque de cancer. Alors attention, l'intérêt de faire ce dépistage en oncogénétique n'est possible que si vraiment on a montré un bénéfice à faire le dépistage pour modifier bien sûr la survie relative à la maladie. Alors, on distingue... Donc en fait, on distingue, je vous ai fait un petit catalogue rapide des différents syndromes de prédisposition au cancer. Alors il faut distinguer les très rares formes familiales, mais qu'on appelle à forte pénétrance, c'est-à-dire que quand on a le gène de prédisposition, eh bien on a vraiment un risque très élevé, proche de 100% de faire le cancer. Donc ça c'est par exemple le rétinoblastome chez les enfants. Donc vous voyez à peu près une incidence, un enfant sur 15 à 20 000, mais seulement 15% des rétinoblastomes sont héréditaires. Le syndrome de Li-Fraumeni avec le fameux gène P53, les neurofibromatoses, la maladie VHL, bon, je vous en ai cité quelques-uns pour votre culture. Et puis par contre, les syndromes familiaux de prédisposition au cancer beaucoup plus fréquents dans la population générale, mais à pénétrance moyenne, c'est-à-dire que ça concerne les cancers les plus fréquents, c'est-à-dire les formes familiales de cancer du sein ou de l'ovaire, liées au gène BRCA. À peu près en France, c'est à peu près 2 femmes sur 1000 qui seraient porteuses d'une mutation BRCA. Plus récemment, un nouveau gène a été identifié, c'est le gène PALB2. Les formes familiales de cancer colorectal liées au fameux gène MMR. Plus récemment, 2 autres gènes ont été identifiés. Et là, on a une augmentation du risque de cancer en moyenne supérieure à 8 à 10 fois par rapport à la population générale. Et puis il y a également les mélanomes familiaux qui font partie de ces syndromes, on va dire, beaucoup plus fréquents. Alors, ces gènes répondent à une transmission qu'on appelle autosomique dominante, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir une copie mutée, donc pour chaque gène on a 2 copies, une copie qui vient du père, une copie qui vient de la mère, donc il suffit d'avoir une mauvaise copie pour avoir le risque de cancer, ce qui fait à la descendance une probabilité de 50%, ce qui est différent des maladies récessives comme la mucophycitose par exemple, où il faut que le père ait une mauvaise copie, la mère ait une mauvaise copie, et donc un des enfants qui a les 2 copies aura la mucophycitose, ce qui est différent pour ces fameux gènes de prédisposition au cancer à quelques exceptions près. Alors, ces gènes, en fait, sont impliqués dans la division cellulaire. Donc, on a les anti-oncogènes qui, eux, inhibent la division cellulaire et les oncogènes qui, eux, stimulent la division cellulaire. On a une régulation au niveau de cette génétique et très souvent, en fait, les gènes qui sont impliqués dans les formes familiales, ce sont des gènes suppresseurs de tumeurs, donc des anti-oncogènes qui sont mutés et donc on a une levée du off et donc plus donc, de risque de faire un cancer. J'évite de m'approcher trop.
Alors, pour développer ce fameux risque, en fait, il y a une hypothèse qui a été émise depuis longtemps par Knudsen. En fait, il faut avoir, donc la première étape pour avoir ce fameux risque familial de cancer, on a une mutation constitutionnelle, donc sur l'un des gènes. Donc par exemple, là, c'était une femme qui était représentée, donc c'était le gène BRCA. Mais pour ensuite développer le cancer et vraiment avoir le risque de cancer, il faut que la deuxième copie du gène, qui est normalement normale, soit inactivée. Et donc c'est là où en fait il va y avoir une très grande interaction avec d'autres facteurs qui vont vraiment modifier ce fameux risque génétique et familial et qui expliquent que dans les familles, pour une même mutation, on va avoir une histoire familiale complètement différente. Et donc ces facteurs, il y a l'environnement, alors bien sûr tous les facteurs de risque classiques du cancer, donc le tabac, l'alcool, l'alimentation, le surpoids, tout ça va interagir. Et puis il y a ces fameux gènes modificateurs du risque qui appartiennent à la personne propre et qui caractérisent les fameux polymorphismes génétiques. Alors, la consultation d'oncogénétique, c'est pour qui? Alors, ça dépend de beaucoup de choses. Il y a d'abord le patient, son cancer et sa famille. Donc, c'est vraiment 3 paramètres qui sont importants à prendre en compte. Et retenez que 5% vraiment des cancers ont un déterminisme génétique. Et donc, c'est quelquefois l'âge isolé d'un diagnostic qui va faire qu'on va adresser le patient à la consultation ou uniquement un type histologique de tumeur, quel que soit l'âge, quelle que soit l'histoire familiale. Et quand on n'est pas dans cette situation-là, eh bien c'est la famille, la branche parentale, le nombre de cas qui va faire qu'on va se poser la question. Donc si une hérédité est suspectée, en fait on va réaliser les analyses moléculaires, donc la prise de sang, chez un sujet qui a fait un cancer. Et c'est ce qu'on appelle le cas index. C'est l'individu le plus informatif qu'on va choisir dans la famille. Alors, des fois, on n'a pas trop le choix parce que les individus les plus informatifs ne sont plus accessibles parce que décédés, par exemple. Et si une mutation est identifiée, à ce moment-là, tout membre adulte, quand ça concerne les syndromes de prédisposition héréditaire avec une expression à l'âge adulte, bien sûr, on a des indications à faire ces analyses chez les mineurs dans des cadres bien précis. Et donc on va pouvoir orienter le diagnostic génétique à toute la branche parentale concernée par la mutation. Et tout le monde pourra connaître son statut en réalisant un test prédictif. Donc c'est vraiment une nouvelle branche de la médecine que cette médecine prédictive. Alors, qui réalise ces analyses? Donc il y a 26 laboratoires en France agréés, donc avec une répartition quand même assez homogène, mais on voit bien que dans le sud-ouest, on a une activité vraiment Limoges, Bordeaux, Toulouse, et au milieu, en fait, c'est un petit peu compliqué. Donc les dom-tom maintenant se sont enrichis d'une consultation. Donc en fait, c'est une simple prise de sang, comme j'explique aux patients, mais par contre l'analyse est beaucoup plus complexe et elle nécessite l'extraction de l'ADN à partir des lymphocytes. Donc c'est pour ça qu'on évite de faire ces analyses trop près des traitements anticancéreux, puisque bon, si le patient est en aplasie, on n'a pas beaucoup de lymphocytes pour extraire l'ADN, et puis on évite de le faire pendant les périodes de radiothérapie, parce que la radiothérapie entraîne quand même des lésions de l'ADN, ça fait de l'ADN de mauvaise qualité quelquefois. Donc on fait un séquençage qui est complet, et grâce en fait aux nouvelles techniques, on a maintenant ce qu'on appelle le NGS, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je demande une analyse sur un gène majeur, le laboratoire va m'en traiter une vingtaine avec des analyses maintenant qui sont beaucoup plus exhaustives et ces panels de gènes en fait sont représentatifs à peu près des gènes qui sont impliqués dans les cancers du côlon par exemple ou dans les cancers du sein et de l'ovaire, avec des gènes qui ont encore des données pas très matures, mais l'objectif c'est de faire avancer la recherche en faisant maintenant ce type d'analyse. Et donc c'est un contexte légal très strict, avec des décrets qui encadrent la législation, qui entraînent un cadre législatif à cette démarche. Alors, focus sur la psychologie, mon psychologue est par là dans la salle, il appréciera je pense, car en fait ces tests font appel à... Il ne faut pas négliger, on va dire, l'impact psychologique de la démarche. Je le fais passer. Alors pourquoi en fait il ne faut pas négliger cet impact psychologique? Parce que en fait on va lors de la première consultation aller dans l'intimité de l'individu, donc déjà on va lui faire retranscrire son histoire personnelle, ses antécédents,
Et puis, on va, lors de l'élaboration de l'arbre généalogique, on va mettre au grand jour l'histoire familiale et quelquefois, on va être au cœur des problèmes de conflit, des problèmes de filiation, des secrets, des vécus de la maladie. Tout ça est parfois difficile et des fois, c'est un réel obstacle à la démarche oncogénétique. Et c'est pour ça qu'on insiste pour que ce soit une démarche volontaire et motivée et que ce soit le patient qui appelle le secrétariat pour demander un rendez-vous. Et aujourd'hui, on a tendance à toujours vouloir anticiper un petit peu la demande du patient et on s'aperçoit que ça génère beaucoup de difficultés à la consultation. Et en plus, on va informer le patient qu'en évaluant son risque individuel de cancer, eh bien, on va impliquer tous les membres de sa famille et ça peut également générer un impact négatif. Alors, en plus, ce qui est venu alourdir la consultation, eh bien, c'est l'encadrement légal avec un décret donc, qui était paru en 2013. Avant, même si on insistait sur la nécessité de l'obligation de la transmission à la parentèle, maintenant, on le formalise et sur le consentement, quand le patient consent à faire cette démarche, il signe un petit paragraphe où il s'engage à informer sa famille. Et là, on peut avoir des blocages du fait des problèmes de conflit qui peuvent exister dans les familles. Et donc, en fait, cette loi, elle vient poser vraiment un nouveau cadre réglementaire à la démarche. Et ça soulève bien sûr des questions éthiques, et ça soulève l'obligation légale d'informer sa famille. Et puis, ce cadre légal est vraiment nécessaire pour harmoniser vraiment les bonnes pratiques. L'impact psychologique donc, du résultat est aussi à prendre en compte. Et on a un grand paradoxe dans les tests présymptomatiques. Donc, quand le résultat est positif, eh ben, l'individu il a cette épée de Damoclès, il est menacé d'avoir un cancer. On a donc un savoir anticipé qui n'est pas facile à gérer pour le patient. Et puis, le grand paradoxe, c'est que quand le résultat est négatif, eh ben, il faut guérir quelque part, faire le deuil de ce risque que quelquefois le patient semblait déjà avoir acquis avant la consultation. Il était déjà dans un processus de dépistage, par exemple, et il va falloir lui dire bah non, c'est plus la peine de faire ces examens-là puisque vous n'êtes pas porteur du risque. Et en fait, il peut y avoir également un impact vraiment négatif du résultat, même chez les non-porteurs, avec des sentiments aussi de culpabilité par rapport à la famille, par rapport à la fratrie, s'il est le seul qui n'est pas muté. Il y a des espèces de clans qui peuvent se faire dans les familles entre les mutés et les non-mutés. Donc tout ça, ce sont des impacts qu'il faut bien aborder, bien accompagner au cours de la démarche. Alors on va aborder quelques, on va dire, grands syndromes. On va les survoler. Donc j'ai choisi bien sûr les plus fréquents, le syndrome de prédisposition héréditaire au cancer du sein et de l'ovaire, le côlon, le mélanome, le rein. Donc en fait, en reprenant sans cancer du sein, donc on voit un petit peu près ce que je vous ai dit, 5 à 10% des cancers du sein ont vraiment un déterminisme génétique. Vous avez la majorité des cancers qui sont d'ordre sporadique et au milieu, vous avez une hérédité pour laquelle on n'a pas encore vraiment pu évaluer les gènes qui étaient impliqués. On parle de susceptibilité plus que d'hérédité et là, il semblerait que ce soit beaucoup de variants, de polymorphisme et plusieurs gènes, avec un risque de cancer beaucoup plus faible. Suivant. Donc dans les mutations des gènes BRCA, on en a identifié plus de 1000. Donc à peu près, je vous ai dit, en France, c'est 2 pour 1000. Dans la population occidentale, c'est évalué à peu près 1 sur 400. Puis on a des mutations récurrentes dans des populations un petit peu particulières, askénazes et islandaises, où on a vraiment une incidence qui est très élevée du fait de ces populations qui ne se sont pas mélangées. Donc en fait, quand on a des patients d'origine des pays de l'Est, des origines juives, je leur demande quand même s'ils appartiennent, bon c'est pas un sujet tabou, on leur dit c'est pas pour qu'ils soient fichés, c'est simplement que pour le laboratoire ça peut être important d'avoir cette information, c'est pas toujours évident à caser dans la consultation, mais voilà, quand ils sont d'origine juive, je leur demande est-ce qu'ils appartiennent à cette population, puisque là je sais que du coup la probabilité elle est vraiment très élevée et du coup ça peut permettre d'initier un dépistage pour la famille en attendant les résultats qui sont très longs à obtenir. Suivant. Donc qui adresser en consultation, en fait on a
plusieurs petits moyens. Il y avait un score qui avait évidemment ses limites. Ça fait quelques années, ce fameux score S1G, qui était surtout à l'usage des gynécologues et des radiologues. Et aujourd'hui, même s'il paraît un peu caduc, eh ben, en fait, il identifie quand même les patients les plus susceptibles d'être porteurs d'une hérédité. Donc vous avez vu, c'est surtout l'âge du cancer chez la femme. Donc vous voyez qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir quand on a une grand-mère qui a fait un cancer du sein à 70 ans. Et donc en fait, le score qui a une belle indication de génétique, c'est au moins 5. Donc vous voyez, pour faire 5, il faut quand même avoir des cancers jeunes dans sa famille, donc avant 50 ans. Mais bien sûr, il y a des limites. Comme je vous ai dit, il y a des indications histologiques qui sont des bonnes indications. Et là, il n'y a pas l'histologie du cancer, par exemple. Suivante. Donc en fait, je me sers surtout de ce petit graphique pour évaluer vraiment le risque, et c'est à peu près ce qu'on retient dans les indications. Donc en fait, on part toujours d'un sujet qui est malade ou pas malade, donc parce qu'à la consultation, idéalement, je dois recevoir le patient malade, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc si le patient est malade, en fait, on a une très bonne indication à lui faire les analyses moléculaires s'il a fait un cancer du sein et de l'ovaire. S'il a fait un cancer de type médulaire, donc ça c'est vraiment une histologie importante, quel que soit l'âge, quelle que soit l'histoire familiale. Si la dame a fait un cancer à moins de 40 ans, si on a un type histologique particulier qui s'appelle grade 3 triple négatif, avant 50 ans, voire maintenant 55 ans, isolé, et après on verra, il y a les indications pour les traitements qui ont révolutionné un petit peu les indications. Un cancer bilatéral est toujours une bonne indication s'il a été diagnostiqué jeune ou si l'un des premiers cancers a été fait jeune à 40 ans. Un cancer du sein chez un homme. Des cancers multiples, sein plus ovaire, sein plus mélanome, sein plus pancréas. Et tous les cancers de l'ovaire aujourd'hui sont une indication formelle, quel que soit l'âge, quelle que soit l'histoire familiale, en dehors de quelques types histologiques particuliers. Si on n'est pas dans cette case-là, ça veut dire qu'on a une probabilité plus faible d'identifier une mutation, et on va regarder donc la famille. Et donc dans la famille, ce qui va nous alerter, c'est toujours 3 cas, toujours dans une même branche. On ne cumule pas ce qui vient du père et ce qui vient de la mère, sauf s'ils ont des liens de parenté, ce qui arrive assez fréquemment avec des cousins germains en amont. Et on retient 2 cas quand il y en a 2 cas inférieurs à 50 ans ou au moins un cas jeune inférieur à 40 ans. Et bien sûr, les associations sein-ovaire. Dans ces conditions, on va prélever l'individu. Suivant. Donc je vous ai donné des petits exemples. Donc en fait, une famille à risque très élevé. Donc en fait, on était sur cette dame-là qui a été admise pour un cancer du sein en fait bilatéral avant 50 ans. On était dans une bonne indication car vous voyez qu'elle avait donc un oncle qui avait fait un cancer du sein, donc un monsieur. On avait une tante qui avait fait un cancer de l'ovaire. Et ce qui est quand même pour nous très informatif en génétique, c'est des sœurs jumelles, des vraies jumelles, qui avaient fait toutes les deux un cancer, même s'il était âgé. Eh bien, bien sûr, on n'a rien retrouvé. Donc en fait, les analyses étaient négatives, ce qui était quand même un petit peu surprenant. Et en fait, on a dû reprendre les analyses dans cette famille. On avait, bien sûr, parce que les sujets informatifs étaient décédés, on n'a pas pu accéder. Donc on a prélevé cette tante et on n'a pas retrouvé d'anomalie. Et puis à l'ère du NGS, on a eu un nouveau cas de cancer diagnostiqué chez une cousine. On a refait les analyses et tout est négatif. Et vous voyez que cette famille, qui est typique, on n'a pas de mutation identifiée. Donc on va la surveiller de façon identique aux femmes mutées BRCA. Donc un autre exemple, à partir d'un cas inhabituel de cancer du sein chez un homme. Donc quand c'est un homme, on le prélève. On retrouve une mutation sur le gène BRCA1. Donc ce monsieur est un peu particulier, il n'a pas trop informé sa famille, bien qu'il était censé le faire. Il appartenait pourtant à une fratrie quand même nombreuse. Bon, après, l'histoire familiale nous a montré que c'est le vécu, l'histoire familiale qui a fait que il n'a pas informé sa famille. Donc on a eu à traiter cette patiente. Comme on est une petite région, eh bien, le hasard a fait que c'est le même chirurgien qui a opéré les deux, et donc le chirurgien, quand il a pris en charge cette jeune femme qui a fait un cancer à 43 ans, elle lui a dit « Ah ben vous avez pris en charge mon tonton, professeur. »« Ah oui, c'est qui votre tonton? C'est monsieur Truc. »« Ah ben il lui a dit « Ben vous êtes muté, vous alors ?» Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il n'avait pas du tout informé sa famille. Donc on a pu faire les analyses dans cette famille, on s'est aperçu en fait que tout le monde était négatif, sauf le monsieur. C'est dommage. Alors, vous voyez que ce qui est intéressant en génétique, c'est que donc on a fini par... On avait pu
on avait pu dépister la fratrie qui n'était pas mutée. Et au final, 1 ou 2 ans après, on a en aval les 2 filles donc, en bas qui ont déclaré donc, un cancer du sein. Donc de ce fait, comme elles ne pouvaient pas être mutées, puisqu'on ne transmet pas ce qu'on n'a pas, leur père et leur mère n'étant pas mutés, n'avaient pas pu leur transmettre la mutation. Donc on a dû réitérer les analyses chez les jeunes femmes en aval pour être sûr qu'elles n'étaient pas porteuses de la mutation familiale, mais surtout d'une mutation sur d'autres gènes de prédisposition. Donc vous voyez qu'à partir d'une famille en fait, où on identifie une mutation, on a d'autres cas qui viennent se greffer. En fait, ce sont des cas sporadiques de la population générale. Il s'avère que la dame qui a fait un cancer du sein bilatéral avec des facteurs de risque personnels, elle est malheureusement décédée d'une embolie pulmonaire peu de temps après. Donc, vous voyez des petits exemples d'histoire familiale. Suivant. Alors, pour vous situer un petit peu les niveaux de risque, vous voyez que, d'après les revues de la littérature, on a vraiment une différence de risque de cancer associé aux mutations BRCA1 et 2. Une différence qui est quand même significative en termes de niveau de risque, mais aussi d'âge de survenue du cancer. Donc, on a un risque qui est aux alentours de 60% pour BRCA1 et qui est plutôt aux alentours de 40% pour BRCA2, avec un risque qui est vraiment significatif pour BRCA1 avant 45 ans, et un risque de cancer de l'ovaire qui, avant 45 ans, est très significatif pour BRCA1, alors que pour BRCA2, avant 45 ans et surtout 50 ans, on a un risque qui est identique à la population générale. Pour le risque de cancer du sein contralatéral, il reste élevé quand on est muté sur les gènes BRCA. On a un risque à peu près de 4% annuel, ce qui fait qu'on a un risque de second cancer au cours de la vie qui atteint à peu près une femme sur 2. Surtout pour BRCA1. Et on a un risque de faire un double cancer qui est beaucoup plus important quand on est muté BRCA1. Suivant. Donc là, pour illustrer vraiment la différence de risque quand même entre les 2 gènes, et la différence surtout, c'est l'âge. Avec BRCA1, on a vraiment des formes beaucoup plus jeunes, alors que pour BRCA2, on a des âges et des formes de cancer qui sont plus proches des cancers de la population générale. Suivant. Alors, chez les hommes, qu'en est-il? Le risque de cancer du sein chez un homme muté est proche des femmes âgées entre 40 et 49 ans. Il est de l'ordre d'à peu près de 7%, ce qui est beaucoup plus significatif, bien sûr, que Monsieur Tout-le-Monde. Pour BRCA1, on a encore des petites zones d'ombre, mais c'est surtout pour BRCA2 que le risque est significatif chez l'homme. Ils ont surtout aussi un surrisque de cancer de la prostate, qui est estimé à peu près à 20%, avec surtout un risque élevé de faire un cancer de haut grade, jeune, avant 65 ans. Il y a quand même des zones d'ombre qui persistent chez les messieurs. Suivant. Il y a surtout un risque important concernant les autres types de cancers associés au gène BRCA, le risque de cancer des trompes, puisque donc le cancer de l'ovaire chez les femmes BRCA démarre à partir de la trompe, mais on a quelquefois des cancers qui sont uniquement localisés à la trompe. Donc ça, c'est une bonne indication, bien sûr, de faire les analyses quand on est sûr que c'est un cancer de la trompe et non pas forcément un cancer de l'ovaire qui est né de la trompe. Il y a un surrisque de cancer du pancréas qui est significatif, mais qui reste faible, et d'où aujourd'hui les controverses de prise en charge en termes de dépistage. C'est surtout associé donc au gène BRCA2 et PALB2, avec un risque qui reste quand même relativement faible, 5%, mais étant donné le pronostic très mauvais de ce type de cancer, il y a quand même des questions dans la prise en charge. Des surrisques de cancer cutané qui sont beaucoup plus faciles à gérer puisqu'on adresse les patients régulièrement aux dermatologues. Donc il y a quand même des études qui ont montré que ces patients-là faisaient plus de cancer cutané type basocellulaire, notamment lié à l'âge. Il ne faut pas oublier que ce sont des gènes qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN. Et donc on comprend qu'une exposition aux UV, en fonction du capital soleil, du phototype, on va avoir un nombre de cancers cutanés plus important. Et on a surtout un surrisque associé à mélanome et BRCA2. Suivant. Alors qu'est-ce qu'on va proposer comme surveillance? On va proposer une surveillance clinique et surtout une imagerie tous les ans chez ces femmes à partir de 30 ans. Donc il faut généralement faire le bilan sénologique en un temps, c'est mieux pour le sénologue. On peut après avoir des petites variantes en fonction de l'âge de la femme, bien sûr. Par exemple, si elle est en âge de procréer avec un désir de grossesse, on privilégiera une surveillance alternée qui permettra de laisser la patiente le moins de temps possible sans surveillance, en comptant les 9 mois de la grossesse, l'allaitement. Si elle a fait son bilan un an avant, on prend des risques qu'on passe à côté d'un diagnostic de cancer du sein.
Donc on commence à 30 ans et on adapte en fonction de l'histoire familiale. C'est 5 ans avant l'âge le plus jeune dans la famille quand on a des formes plus jeunes. Mais pas de mammographie avant 30 ans, c'est vraiment le dogme. Il faut privilégier l'échographie et surtout l'IRM. Suivant. Donc pour l'ovaire, eh bien, comme on n'est pas sur un organe qui se dépiste facilement, on va recommander une ablation des ovaires qu'on appelle l'annexectomie. On ne fait pas d'hystérectomie systématique déjà parce que l'hystérectomie c'est une chirurgie morbide alors que l'ablation des ovaires c'est pas du tout morbide. On est sur un risque proche de 0 avec un opérateur entraîné, ça se fait sous célioscopie. Donc l'âge, bien sûr, il est aussi dépendant avant tout du vécu et du chemin de vie de la patiente. Il faut tenir compte aujourd'hui que les femmes font les enfants le plus tardivement et qu'il n'est pas rare qu'une femme déclare un cancer du sein alors qu'elle n'a pas eu d'enfant, qu'on va diagnostiquer une mutation, donc on ne va pas s'empresser à lui enlever les ovaires. Donc il faut quand même rester en accord avec le projet de la patiente tout en essayant de gérer le risque le mieux possible. Donc c'est pas j'atteins l'âge de 40 ans, je suis mutée BRCA1, je me fais enlever les ovaires. Il y a des femmes qui préfèrent le faire plus tôt, d'autres plus tardivement. Mais on sait qu'on prend un risque à partir de 40 ans pour le cancer de l'ovaire. Et pour BRCA2, on peut décaler un petit peu cette chirurgie vers l'âge proche de la ménopause, mais toujours à adapter à l'histoire familiale et à l'histoire personnelle de la patiente. On sait qu'il est recommandé de faire une ablation des ovaires quand la patiente a déjà déclaré un cancer, en particulier du sein. Donc, il y a eu Angelina. Et il y a eu l'après-Angelina, quand elle a vraiment médiatisé sa prise en charge, et notamment sa mastectomie prophylactique, qui était toujours un sujet. Autant faire enlever les ovaires, ça passait comme une lettre à la poste, comme on dit, mais passer à l'étape suivante, proposer à la patiente une mastectomie prophylactique, c'était plus compliqué. Angelina nous a permis on va dire, de rendre moins tabou cette chirurgie. Bon, maintenant, l'effet Angelina est un petit peu passé, mais on aborde plus facilement peut-être maintenant cette chirurgie. Suivant. Donc en fait, on fait des mastectomies prophylactiques bilatérales, c'est une alternative, c'est-à-dire que ce n'est pas recommandé comme une annexectomie, on le propose aux patients. On est un petit peu plus insistant pour les patientes mutées BRCA1, parce qu'on sait vraiment que ça améliore la survie des femmes BRCA1 quand on propose cette chirurgie. Il faut aussi les adresser à des médecins experts, puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on peut conserver l'étui cutané et la plaque aérolo-mamelonnaire si la patiente est indemne. On ne conserve pas la plaque mamelonnaire si la patiente a déclaré un cancer du sein. On propose des reconstructions immédiates. Il faut essayer vraiment d'accompagner la patiente dans sa démarche, d'essayer de faire en sorte qu'elle ne fasse pas cette démarche avant 30 ans, et surtout avant qu'elle ait eu un bébé, parce qu'on a beaucoup de jeunes femmes maintenant qu'on diagnostique mutées à 18 ans et qui souhaitent faire des chirurgies radicales alors qu'elles n'ont pas connu la maternité. Donc il faut vraiment essayer d'anticiper avec elles les conséquences. Et donc c'est vrai que depuis qu'on a cette étude hollandaise qui a été publiée en 2013, donc juste un petit peu au moment d'Angelina, eh bien on essaye vraiment maintenant pour les patientes mutées BRCA1 de les accompagner, de les conduire quand même à cette chirurgie parce que pour elles ça reste vraiment une efficacité importante sur leur risque quand elles sont indemnes bien sûr, puisque quand la patiente a déjà déclaré un cancer du sein, il faut toujours tenir compte du risque de récidive métastatique du premier cancer avant de vouloir faire du prophylactique sur l'ablation des seins. Il faut toujours expliquer aux patients que ce n'est pas parce qu'on va enlever les seins qu'on va empêcher la maladie de récidiver sur le plan métastatique si la patiente a déjà eu un cancer. En France, seulement 15% à peu près font ce choix. Alors, particularité, petit focus sur les lobulaires infiltrants. Donc en fait, les lobulaires infiltrants, c'est vraiment une variété histologique qui est beaucoup plus rare que le cancer commun, qui est souvent canalaire infiltrant. Il est associé à une immunohistochimie un petit peu particulière sur le plan histologique, puisqu'il y a une perte de la eucadérine qui est associée, la eucadérine, le gène qui est associé à cette protéine, c'est CDH1. Et CDH1, en fait, était le gène qui était impliqué dans les cancers gastriques diffus familiaux qu'on connaît depuis quelques années. Et on s'est aperçu, en fait, que les femmes qui étaient porteuses de cette mutation génétique qui leur entraînait un risque de cancer de l'estomac faisaient un cancer lobulaire infiltrant dans un pourcentage très élevé. Donc la pénétrance à peu près du cancer du sein, donc le risque est vraiment estimé à 50%.
Donc on a vraiment élargi nos indications, et donc quand on a des cancers lobulaires multifocaux, bilatéraux, chez des femmes jeunes, il faut leur proposer la mutation CDH1. Suivant. Un petit focus sur le syndrome de Li-Fraumeni, qui est un syndrome de prédisposition qui implique le gène P53, qui est transmis de façon autosomique dominante et qui est quand même très difficile dans le conseil génétique, puisque en fait le risque de cancer est très élevé au cours de la vie, avec un risque très précoce, puisqu'on a déjà un risque de cancer de 15% avant 15 ans. Et ce qui fait la différence entre les hommes et les femmes, c'est le risque de cancer du sein. Donc le conseil génétique est vraiment délicat, car la seule mesure vraiment efficace, c'est surveiller les femmes dès l'âge de 20 ans avec des IRM à cause du risque mammaire. Aujourd'hui, maintenant, mes familles Li-Fraumeni qui ont vraiment des caractéristiques familiales très importantes, avec beaucoup de cancers, des cancers pédiatriques, on leur propose une IRM corps entier, à peu près tous les ans, si elles le souhaitent. Et toutes ne le souhaitent pas, bien sûr. Suivant. Alors, un petit exemple de Li-Fraumeni. Donc, en fait, on a eu à prendre en charge cette dame qui avait fait un cancer à 40 ans. On n'avait pas toutes les données dans la famille. Elle n'était pas très certaine, en fait, de cette histoire-là. C'était vague. Donc, comme elle avait 40 ans, on lui a fait les recherches BRCA. Tu peux mettre l'animation. Et puis au final, pendant que la démarche était en cours, on a été contacté par ma collègue de Montpellier, qui en fait nous a informé qu'en fait cette jeune femme à 20 ans, elle avait bien eu un corticosurrénalome à l'âge de 7 ans, et elle était en cours de chimiothérapie pour un cancer du sein bilatéral, donc elle venait de lui identifier une mutation P53. Et donc ma jeune femme de 40 ans, du coup, après lui avoir fait BRCA, on lui a fait P53, et vous voyez que, alors qu'on est dans une famille de Li-Fraumeni typique, eh bien, cette jeune femme a 40 ans, c'est ce qu'on appelle une phénocopie. Donc elle n'est pas porteuse de la mutation familiale et elle n'a pas non plus d'autres gènes de prédisposition au cancer du sein. Suivant. Alors, un petit focus sur l'intérêt maintenant de l'oncogénétique associé au fameux traitement, du sur-mesure pour chaque patient. Suivant. Donc on connaissait la chimiothérapie qui agit, quelle que soit, on va dire, la carte d'identité du patient. Et maintenant, on a des thérapeutiques ciblées. Donc la particularité du cancer de l'ovaire, tu peux allonger les animations s'il te plaît, fait qu'en fait, on a maintenant des médicaments disponibles qu'on appelle des inhibiteurs de PARP pour les patients qui ont une mutation sur les gènes BRCA en constitutionnel ou exclusivement en somatique, c'est-à-dire sur leur tumeur. Somatique, c'est sur la tumeur. Donc aujourd'hui, quand on prend en charge un cancer de l'ovaire, eh bien, on ne peut plus se passer de la case génétique. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'indication oncogénétique théranostique. C'est en fait rechercher un facteur prédictif de réponse à un médicament particulier. Et donc, bien sûr, la prise en charge du cancer de l'ovaire a été modifiée par ces deux publications, les études Solo et les études Nova, qui ont mis sur le marché ces deux fameux médicaments. Et en fait, si on a une mutation constitutionnelle, on va avoir droit aux médicaments et ça va impacter la famille. Mais par contre, quand on n'a pas de mutation constitutionnelle, on peut avoir dans à peu près 4 à 6% des cas une mutation tumorale exclusive. Quand on retrouve cette mutation tumorale, il n'y a pas d'impact pour la famille, uniquement intéressant pour la prise en charge du patient. Donc il faut vraiment différencier cette génétique constitutionnelle, donc qui est transmissible dans la famille, et la génétique tumorale. Et aujourd'hui, pour les traitements, c'est la génétique tumorale, mais il y a quand même un lien, ce qui fait qu'il faut informer le patient qu'il peut y avoir un impact sur sa famille quand on fait une enquête sur la tumeur. Suivant. Alors ces fameux inhibiteurs de PARP, en fait, et je vous ai mis un petit peu le mode d'action pour que vous compreniez, donc en fait, ce sont des médicaments qui interagissent au niveau d'une voie de réparation de l'ADN. Donc le tissu normal, il y a deux voies principales. Donc les PARP inhibiteurs, ils agissent sur cette voie-là. Et quand on a une mutation BRCA, on a la voie qu'on appelle de recombination homologue qui est défaillante. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de conséquences quand on a cette voie-là qui fonctionne. La table, elle est un peu bancale, mais elle tient debout. Quand on a cette voie qui est défaillante et que la voie de secours, elle est inhibée par le médicament, eh bien, il y a une apoptose, donc une mort cellulaire. Suivant. Alors,
toujours dans la génétique tumorale, et pour aborder la case sur les prédispositions au cancer du côlon, on a le fameux statut MSI, qui est également une caractéristique somatique qui, aujourd'hui, en matière de prise en charge oncologique, est de plus en plus fréquemment demandée en situation préventive pour déterminer si un patient peut être exempt d'une chimiothérapie, et en situation métastatique plus récemment, puisque c'est un facteur prédictif de réponse à l'immunothérapie. Suivant. Donc en fait, ce fameux statut MSI est une caractéristique tumorale que l'on peut retrouver dans les cancers sporadiques, à peu près dans 15%, mais il est surtout un test excellent, prédictif, pour infirmer ou pas un diagnostic de prédisposition héréditaire qu'on appelle syndrome de Lynch. Suivant. Donc le syndrome de prédisposition héréditaire au cancer colorectal, il y a essentiellement le syndrome HNPCC ou syndrome de Lynch. Suivant. Donc en fait, ces tumeurs sont donc 95% MSI+. Donc la valeur du MSI, elle est vraiment très importante quand on veut éliminer cette piste. Un tiers des côlons droits de la population générale ont ce fameux statut MSI, donc il faut pouvoir, à partir de cet échantillon tumoral, pouvoir avoir des analyses complémentaires qui permettent, on va dire, d'éliminer cette piste. Donc on a des petites études immunohistochimiques suivant, il y a une animation je crois, qui permet de faire la part des choses. Et en fait, ce statut MSI varie au cours de l'âge. Avant 40 ans, c'est rare qu'une tumeur elle soit MSI+, dans la population générale, alors que plus on avance en l'âge, plus on a un risque d'avoir une tumeur MSI+, qui n'est donc pas un Lynch. Suivant. Dans la grande majorité des cas, lorsqu'on a un statut MSI et qu'on a des critères familiaux positifs, on va identifier une mutation sur les gènes de prédisposition au cancer du côlon. Quand ces critères ne sont pas réunis, la probabilité de trouver une mutation, elle est très faible. On a plusieurs gènes qui sont impliqués. Suivant. Ce qui caractérise donc ce syndrome-là, c'est le spectre de ces tumeurs. Donc on a vu une caractéristique tumorale et le spectre des tumeurs. On a plusieurs tumeurs, donc un spectre étroit, un spectre large, qui déterminent en fait ce syndrome de prédisposition. Donc les cancers colorectals, le cancer de l'utérus chez la femme, endomètre et pas cancer du col, le cancer de l'intestin grêle, le cancer des voies urinaires, pas de la vessie, des voies urinaires hautes, et puis un spectre un peu plus large avec les tumeurs des voies biliaires, des ovaires, l'estomac, certaines tumeurs cutanées et les tumeurs cérébrales. Suivant. Et puis vous avez l'histoire familiale. Donc pour parler d'hérédité, il faut qu'il y ait au moins 2 générations atteintes et qu'il y ait un nombre de cas qui soit au moins égal à 2 pour parler d'histoire familiale. Donc le syndrome HNPCC, une caractéristique tumorale, des tumeurs, un spectre bien établi et une histoire familiale. Suivant. Donc quand on est porteur d'une mutation sur les gènes MMR qui caractérisent ce syndrome, on a un risque de cancer qui est, on va dire, différent chez les hommes et les femmes, avec surtout pour les femmes un risque à peu près équivalent de cancer colorectal et de l'utérus, et pour les hommes un risque plus important de cancer du côlon, avec des autres tumeurs qui sont beaucoup moins fréquentes, on va dire. Ce qui est caractéristique, je reviens juste un peu avant. Ce qui nous a fait modifier le suivi des patients porteurs d'une mutation HNPCC, c'est la mise à jour de l'étude ERISCAN en 2011, qui a mis en évidence en fait un risque de cancer de l'ovaire beaucoup plus fréquent que ce qu'il était au départ supposé, avec un risque qui est identique aux femmes BRCA, d'où aujourd'hui on propose chez ces femmes-là l'ablation de l'utérus avec les annexes, on va dire, à discuter en fonction de l'histoire familiale et des choix de la patiente à partir de 40 ans. Suivant. On va passer vite sur la polypose adénomateuse familiale, qui, elle, est un autre syndrome de prédisposition héréditaire, à peu près 1 sur 8 naissances, 10% de mutations dites de novo, c'est-à-dire dans l'histoire familiale, en fait, il n'y a pas de transmission, c'est un patient qu'on va identifier avec plein de polypes, qui est le premier maillon de la chaîne. Il est lié à un gène qui s'appelle APC, et en fait, dans quelques situations, on ne retrouve pas de mutation APC, et il y a d'autres gènes qui sont impliqués. Suivant. Il y a des manifestations en fait qui sont caractéristiques, qui sont des polypes profus, et en fait avec un risque de dégénérescence qui est inéluctable avant 60 ans. Suivant. Ce qui caractérise cette polypose, c'est qu'on peut avoir plein de manifestations pour votre culture générale extra-digestives, avec des manifestations dentaires au niveau de la rétine, cutanée.
Et ce qui est remarquable à savoir, c'est l'hépatoblastome. Ça fait partie des tumeurs chez les enfants qui sont relativement rares et qui doivent obligatoirement aujourd'hui faire une enquête sur le gène APC. Ça fait partie des obligations génétiques. Suivant. Juste, on va passer sur celui-ci. Voilà. Alors, pour la surveillance, pour les PAF, on va proposer une surveillance annuelle dès la puberté. Et ensuite, on adapte en fonction, bien sûr, si on peut ou pas réséquer les polypes. Pour HNPCC, c'est une coloscopie tous les 2 ans, à partir de 20-25 ans. Et on enlève l'utérus et les ovaires chez la femme. Suivant. Juste un petit focus sur les cancers du rein, pour vous expliquer que ce qui est super important, là, c'est l'exemple, on avait vu la famille, c'est les tumeurs. Pour le cancer du rein, c'est super important de regarder le type de tumeur. Donc on a le plus fréquent qui est le cancer à cellules claires qui caractérise la maladie VHL. Suivant. Et puis vous avez les autres types de tumeurs, donc qu'on appelle papillaires, chromophobes, oncocytomes. Et en fait, en fonction de l'âge au moment du diagnostic, en fonction de la présence de certaines manifestations extra-rénales, eh bien ces tumeurs-là vont générer une enquête génétique. Il est plus difficile d'avoir plusieurs cas de cancer du rein identifiés dans la famille, donc c'est surtout les manifestations extra-rénales, avec notamment des tumeurs un peu particulières qu'on appelle des paragangliomes, et surtout ce qui est très très fréquent comme syndrome, c'est les associations de pneumothorax avec des cancers du rein. Et en fait, le pneumothorax, c'est quelque chose d'assez commun. Et en fait, on l'observe assez facilement quand on interroge les familles. Et on a diagnostiqué récemment beaucoup de familles mutées FLNCN sur cette information-là. Suivant. Et un petit focus pour terminer sur les mélanomes. Donc le mélanome aussi, ça fait partie des cancers relativement fréquents. Toujours une histoire familiale qui suscite et qui indique, ou une histoire personnelle, la réalisation des analyses génétiques sur 2 gènes essentiels. Maintenant, un 3e gène qui est le gène BAP1. Et en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on pense qu'à peu près 10% des cas des mélanomes résultent d'une prédisposition héréditaire. C'est que très souvent, en fait, on va retrouver chez le patient un variant qu'on appelle un polymorphisme, un variant particulier sur un récepteur particulier qui s'appelle MC1R. Et en fait, ce variant confère au même titre que les cheveux, que la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, un risque de faire un cancer plus fréquent. Donc quand on est roux, qu'on a la peau claire, on fait un cancer cutané, on a un risque de cancer plus fréquent. Et en fait, cette variation génétique, c'est ce qu'on identifie le plus souvent, qui est associé au risque de mélanome. Suivant. Donc pour conclure, l'identification et la prise en charge des personnes ayant une anomalie constitutionnelle d'un gène de prédisposition au cancer est récent, puisque la consultation oncogénétique, c'est vraiment le début des années 2000. C'est une démarche, j'insiste, volontaire et motivée. Il y a un cadre légal strict et aujourd'hui, le domaine reste très évolutif et vraiment penche vraiment dans l'intérêt du patient à faire le test quand celui-ci est indiqué. Voilà, je vous remercie.